Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler Vendée Globe, pour faire le débrief de cette 49e journée de compétition. Et oui, on attaque la 8e semaine de mer pour les différents concurrents. Ça commence à faire long, vous savez, quand on parle en semaine. Ça va être la semaine du jour de l'an, cette semaine, et puis la remontée de l'Atlantique qui va continuer, mais qui va être très longue, hein, cette remontée de l'Atlantique. Et puis les températures qui vont augmenter pour la tête de la course, alors que les concurrentes derrière seront encore dans le Pacifique avec ces grosses dépressions qui vont encore provoquer peut-être des dégâts du côté de la flotte. Je rappelle que pour le moment, nous n'avons que 4 abandons, ce qui est vraiment pas énorme, avec le dernier en date, c'est Pip Air, hein, donc ça remonte quand même à une quinzaine de jours, quasiment Pip Air au niveau des abandons. Pip Air, donc, est bien arrivé à Melbourne, hein. Il y a une vidéo où on la voit descendre de son bateau, et donc le bateau à peu près décapité, hein, avec ce tout petit mât, donc c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre de voir toujours un IMOCA sans son mât. Bon, on commence tout de suite, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas à rajouter la petite cloche, parce qu'il va y avoir des vidéos, notamment en janvier, ça va être un peu blanasse. Mais cette fin de mois de décembre va être également très remplie. Ce soir, 21h, le top 10 des révélations. J'essaye de monter le top 10 des déceptions pour qu'il soit en ligne demain. Et j'aimerais bien que les 2 vidéos sur le cyclisme féminin soient aussi en ligne avant la fin de l'année. Mais voilà, ça va être touchy, donc n'hésitez pas à ajouter la petite cloche. Et puis si vous voyez pas tout jusqu'au 31 décembre, pas grave, hein, vous pouvez les voir ces vidéos-là, le 1er, le 2 janvier, le 15 janvier, le 25 janvier, ça n'est pas un problème. Mais voilà, j'essaye de tout caler avant fin 2024. Ça va être mon objectif. Mais ça va être très compliqué. Et puis, si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez toujours faire un super thanks, mais ça, c'est seulement si vous avez les moyens. On commence tout de suite avec la situation météo, comme vous pouvez le voir. Une situation météo qui n'est pas évidente pour les concurrents de tête, hein. Vous voyez, il y a pas mal de vent mou sur eux. Ça va pas vraiment accélérer énormément dans les heures à venir. Et il va même falloir éviter cette zone de molle. Donc encore une fois, hein, remontée de l'Atlantique sud, j'ai envie de dire un classique sur le Vendée Globe, ça va pas très vite. Et c'est compliqué au niveau tactique, au niveau stratégique, au niveau météo, parce que vous avez toujours des petits anticyclones qui se créent. Et puis il faut éviter les vents forts qu'on peut encore avoir. Alors là, ils ont eu de la chance, mais des fois, vous pouvez encore avoir du vent fort ici. Il faut réussir à éviter tout ça. Donc c'est loin d'être évident. Et là, vous voyez, il n'y a pas énormément de vent. C'est du vent qui va pas être de dos, qui va être plutôt de phase. Donc il va falloir gérer avec de la navigation auprès, ce qui est loin d'être agréable. Du côté de Sébastien Simon, pour le moment, les conditions sont plutôt bonnes pour Sébastien Simon. Alors c'est vrai que là, on a l'impression comme ça qu'il n'y a pas beaucoup de vent, mais il y a quand même des petites rafales. Voilà, c'est un vent qui est suffisamment stable pour le moment aux alentours de 10 nœuds. Donc ça permet quand même d'avancer. Surtout, la mer est extrêmement plate. Vous voyez, il y a à peine 2 mètres de mer, donc c'est vraiment pas grand chose. Donc ça permet vraiment d'aller assez vite. Et puis il est quasiment sur la route idéale en plus, hein, en ce moment, Sébastien Simon. Donc il a repris un petit peu de temps aux hommes de devant, mais vous voyez que ça va pas être si facile que ça. Du côté, puis surtout là j'étais pas bien placé, vous voyez le vent en fait est plus fort, c'est plutôt 17-18 nœuds. Voilà, parce que j'étais mal placé au niveau des réglages, donc voilà, avec une mer qui est très plate derrière. Mais vous voyez Thomas Ruyant qui est embourbé dans de la molle, embourbé dans un anticyclone. Donc là, il n'y a pas grand chose à faire, il faut prendre son mal en patience et puis attendre que la situation s'améliore, mais ça va pas être évident du tout. Heureusement pour lui, c'est que derrière la situation est pas beaucoup plus simple, mais le vent devrait retaper devrait retaper du vent dans les heures à venir, donc ça va être agréable. Voilà, ils vont passer, je pense, comme ça, hein. Ils sont tous en train d'empanner là en ce moment. Donc ça va être ce changement qui va leur permettre d'aller comme ça, hein. Normalement, avec ce changement de cap, ils vont aller comme ça, hop, faire un petit zigzag après de l'autre côté pour réavoir du vent.
un petit peu plus fort. Et pour Yannick Bestaven, traversée du Cap Horn qui va être pas trop complexe là, avec assez peu de vent au final pour Bestaven. Pour cette traversée du Cap Horn, donc c'est plutôt agréable pour lui, qui a réparé son problème de barre, mais ça reste quand même assez complexe. Derrière, vous voyez encore une dépression à prendre pour le reste de la flotte dans le Pacifique. Je pense que du côté de Kremer et d'Utrecht, ça devrait arriver, je pense, demain sur eux. Et après, le vent va rester assez fort quand même. Donc ça devrait passer le Cap Horn pas trop dans 2 jours, je pense. On peut se dire peut-être dans 2 jours passer le Cap Horn pour ces deux concurrents là. Mais vous voyez que le vent s'arrête pas mal autour du Cap Horn. Donc ça va être un Cap Horn assez lent, je pense, pour eux. Parce que le reste, ils vont pas aller très vite sur la fin du Cap Horn. Et puis derrière, ça va plutôt cravacher là dans les heures à venir aussi. Que ça soit Samantha Davis, mais aussi Athanasio, là en ce moment, et Seguin qui sont dans du vent fort, mais avec un vent qui va un peu se calmer pour eux. Donc ça va leur faire du bien. Et ça va également s'échapper. Il va y avoir encore une zone de transition un petit peu à gérer, je pense, pour Jean Le Cam, pour tous ses petits camarades, mais il y aura quand même du vent à 17-18 nœuds. Donc ça sera des conditions agréables. Et derrière, vous voyez, on est obligé de descendre très sud à cause de cette bulle anticyclonique. Donc on est obligé de descendre le long de la zone des glaces. Donc il faut flirter avec la zone des glaces et c'est pas forcément évident. Donc voilà, vous devez parfois faire des petites jibes, comme je dis souvent. Et ça va un peu les embêter pendant quelques heures encore, cette affaire-là, avant d'avoir un peu plus d'espace de jeu, d'espace de liberté. Mais en ce moment, Benjamin Ferré s'en sort extrêmement bien. Et puis derrière, vous voyez qu'Oliver Air, ça reste du vent très mou pour lui dans la journée de demain. Alors que le vent sera un petit peu plus fort pour Antoine Corning, Jing Kunshu et les concurrents de l'arrière-garde, en sachant qu'il y aura encore de grosses dépressions dans 2 jours normalement. Qui devrait passer, je pense, sur Denis Van Winberg, mais peut-être pas sur ses autres camarades qui arriveront peut-être à s'échapper un petit peu par l'avant, éviter cette grosse dépression pour une partie de la flotte. On regarde un petit peu ce qui s'est passé sur les dernières heures de course au niveau des informations. On va commencer avec Yannick Bestaven. Yannick Bestaven qui a un problème de barre, il a pu réparer Yannick Bestaven, mais ça reste un système rudimentaire. Donc pour naviguer, c'est pas évident, c'est avec des cordes qu'il arrive à faire tourner ses safrans. Donc ça reste un système très difficile. Il ne peut donc pas aller extrêmement vite. Vous voyez, sa moyenne n'est pas énorme, même pas 280 000 parcourus sur les 24 dernières heures, mais encore une fois, déjà il est tombé dans de la molle plutôt que ses petits camarades, et ensuite, le problème de Yannick Bestaven, c'est que cette pétole elle ne l'aide pas pour avoir des grosses vitesses, et en plus il peut pas manœuvrer énormément son bateau, donc pour aller chercher le petit brin d'air qui est à droite à gauche, c'est pas forcément évident. Donc il est toujours en communication avec son équipe à terre pour essayer d'améliorer le système et essayer de régler tout ça parce que pour le moment, c'est loin d'être exceptionnel. Clarisse Kremer, elle aussi, a réparé ses ordinateurs. Gros souci informatique, on rappelle, depuis 2 jours. Elle était dans le noir complet, elle avait seulement une tablette avec des éléments de routage assez basiques, donc pas vraiment simple de calculer sa route et de pouvoir programmer sa route sur le long terme. Donc elle a réussi à tout réparer. En fait, elle a dit très clairement, l'eau a corrodé les circuits à l'intérieur des ordinateurs. Donc elle a pu, récupérer un petit peu les pièces, dans des conditions de mer qui étaient assez chargées en plus. Il y avait 30-35 nœuds de vent et puis 5-6 mètres de creux de vague. Donc loin d'être évident pour Clarisse Kremer pour pouvoir faire ça parce que ça demande de la minutie. Je peux vous le dire, vu que j'ai remonté un disque dur dans un ordinateur il n'y a pas de ça 2 jours. Voilà. Et du côté de Clarisse Kremer, donc elle a des ports USB qui ne marchent pas, grosso modo en termes de dégâts, mais l'ordi a réussi à redémarrer et surtout elle a récupéré l'écran Windows. Donc elle a dit qu'elle n'a jamais été aussi heureuse en voyant un écran de bureau Windows.
Donc elle était très contente de ce côté-là. Mais elle ne sait pas si ça va tenir jusqu'à la fin parce qu'elle disait, voilà, les ordinateurs, humidité plus ordinateur, ça aime pas, sel encore moins. Donc ça, voilà, les réparations vont peut-être pas tenir énormément de temps, mais là, elle peut au moins refaire des routages sur cette fin de Pacifique. Après, dans l'Atlantique, c'est problématique, on va dire, au niveau des autres bateaux, au niveau des systèmes d'alerte, mais c'est moins problématique pour des questions de routage. Nicolas Luneven, quant à lui, un petit peu plus haut dans le classement, Nicolas Luneven 6e, eh bien, il est en train de checker son bateau, il va faire des petites réparations. Là, vous voyez, hein, la mer est plate, complètement plate. Voilà, il n'y a même pas 1 mètre de vague, donc c'est-à-dire que là, on est vraiment dans une situation de mer d'huile, c'est-à-dire que ça n'avance pas. Hein, ça n'avance pas, c'est comme vous êtes planté au milieu du désert, quoi. C'est un petit peu ça. Et vous cherchez le vent. Un petit peu comme quand dans le désert vous cherchez de l'eau. Du côté de Nicolas Luneven, fuite de gasoil à régler. Je crois qu'il en avait déjà parlé il y a quelques jours auparavant. Et puis un problème de fuite hydraulique au niveau de sa quille. Donc voilà, 2 problèmes à régler en amont. Et puis un petit souci de hook également du côté de Nicolas Luneven. Par contre, il y a un concurrent qui a eu un gros souci de hook et un gros souci de voile. C'est Alan Roura qui a perdu une voile. Alan Roura, une voile qui servait dans le gros temps, qui s'appelle le Jab Top. Voilà, donc qui est une toute petite voile d'avant. Qui permet de naviguer au portant dans du vent extrêmement compliqué. Et donc il a perdu cette voile et il a eu en fait un système de hook qui a entraîné la perte de cette voile. Donc voilà, vraiment un gros problème du côté d'Alan Roura, donc a vécu une mauvaise nuit. Si vous regardez sa vidéo, je pense qu'il fait un concours de gros mots avec Clarisse Kramer. Voilà. Il était passablement énervé par cette avarie. Vous avez également Tanguy le Turquet, juste rapidement, Tanguy le Turquet, qui est monté au mât pour vérifier notamment ses lattes. Voilà, pour vérifier que tout était bien en place, on va dire, au niveau des voiles. Il en a profité, les dents du vent qui n'est pas extrêmement fort, des conditions qui sont bonnes. Et puis, vous avez Benjamin Ferré qui a retrouvé son wok. Il a eu une crise familiale, mais en fait avec lui-même, une grande discussion avec lui-même, une grande dispute avec lui-même pour savoir mais où avait-il bien pu ranger le wok dans son bateau. Et puis on termine avec Antoine Cornic, problème d'informatique également pour Antoine Cornic. Il y a eu un petit bug, on va dire, avec son informatique, donc son alarme était branchée sur l'informatique, donc ce qui fait que, qu'il a dormi. Il a dormi 3 heures d'affilée, Antoine Cornic, et il a pris également 82 devant. Et là, je pense qu'on n'est pas loin du record sur ce Vendée Globe. 80 nœuds, c'est énorme en vitesse, donc assez impressionnant de la part d'Antoine Cornic qui navigue dans des conditions qui sont extrêmement difficiles. Je pense que c'est le concurrent sur ce Vendée Globe qui a rencontré pour le moment les conditions les plus musclées avec Tanguy le Turquet et Guirec Soudé. Ces 3-là ont pris quand même des conditions parfois extrêmes avec leur bateau. On regarde désormais le classement. Du côté du classement, eh bien, on est toujours en tête du côté de Johan Richomme. L'écart s'est réduit avec Charlie Dalin. Hier, l'écart était plus important. Si on revient hier, 11h. Jour... Donc on était le 28, voilà, j'avais perdu la date. On était à 107 000, 130 000 même à un moment pour Charlie Dalin, qui est bien revenu pendant la nuit, parce que vous voyez que lui, il a touché en fait le vent mousse, qui n'a pas été le cas de Charlie Dalin, qui est revenu. Donc désormais, l'écart est de 55 000 entre les deux, donc ça fait 2 heures, à peine 2 heures, voilà, d'écart. Donc c'est pas énorme. Hein, ça fait un petit 2 heures, 2 heures et demie d'écart. Donc autant vous dire que il peut pas encore se détendre, hein, Johan Richomme. Et avec un Charlie Dalin qui était content parce qu'il a pu rouvrir les hublots dans sa kitchenette, dans sa garçonnière.
Donc il a pu aérer tout ça, ça sentait peut-être le fauve depuis quelques jours. Et puis il a pu remettre des t-shirts aussi, parce que les températures augmentent. Si vous regardez la température de l'air, voilà, il commence à faire 21 degrés. Là aujourd'hui c'est supportable, demain ça va être moins agréable. Hein. Vous voyez, on va remonter, 24, 25 degrés. Si on prend la température demain, ça sera 25 degrés. Et dans les cockpits des bateaux, ça va être beaucoup moins agréable. Surtout qu'à l'aller, il y avait un peu de vent qui s'engouffrait. Parce que le vent arrivait de dos, donc il y avait un peu de vent qui pouvait s'engouffrer. Là, le vent, il est de face, donc il ne s'engouffre pas vraiment dans le cockpit. Donc ça ne va pas être du tout agréable. Et en sachant que normalement, il doit faire plus chaud, vu qu'on est vraiment au cœur de l'été au Brésil. Alors que quand on est parti, on était plutôt à la fin du printemps. Donc ça va être compliqué. Du côté de Sébastien Simon, eh bien c'est le concurrent qui a fait le plus de 1000 en 24 heures et pourtant il a beaucoup dormi. Sébastien Simon, il s'est offert une grande sieste que disait de toute manière, il n'y avait pas forcément beaucoup de manœuvres à faire et qui pensait qu'il avancerait pas très vite et ça, grande surprise, il avançait même sans faire de manœuvre. Donc 90 000 de parcouru sur les 4 dernières heures, 532 000 sur les 24 dernières heures. Et vous voyez que par rapport à un Johan Richomme, c'est 20 000 de plus quasiment, 18 000 allez de plus et 25 000 de plus que Charlie Dalin qui est un petit peu plus arrêté en ce moment. Donc c'est une très bonne moyenne, voilà, qu'a réussi à faire Sébastien Simon en sachant qu'il lui manque un foil. Hein. Donc c'est assez impressionnant quand même les capacités de son bateau dans du vent médian. On l'avait vu déjà à l'aller, parce que dans la situation avant le poteau noir, quand ça avait redémarré, il avait été très bon alors qu'il n'avait pas forcément du vent extrêmement fort. Et on voit que c'est un bateau qui est très polyvalent aussi, ce groupe Dubreuil, cette année, du côté de Sébastien Simon. Derrière, donc comme on le disait, Thomas Ruyant qui remontait hier sur Sébastien Simon, parce que hier l'écart s'était réduit, on était à 500 000. Eh bien l'écart a de nouveau réaugmenté. Avec désormais, eh bien, on est plutôt à 400 plus, oui, on est à 900 000, 900 000 quasiment, 850 000 à 900 000 d'écart désormais de nouveau pour Sébastien Simon, en sachant qu'en plus, Thomas Ruyant va pas réaccélérer dans les heures à venir. Donc ça va commencer à se compliquer, et puis il faut qu'il fasse attention que derrière, ça ne revienne pas de l'arrière un petit peu sur lui, même si pour le moment, tout le monde est arrêté dans cette zone-là, que ce soit Lunven, Bayou, toujours côte à côte, et qui vraiment était très proche tout à l'heure. Et puis Paul Meillat, Boris Herrmann, il y avait 30 secondes, je crois qu'il n'y avait même pas 30 secondes au passage du Cap Horn entre les deux. Il n'y avait même pas 30 secondes, donc c'était extrêmement serré. Et puis Justine Métro, voilà, qui est dans ce petit groupe-là. Et Sam Gutschall et Justine Métro qui étaient vraiment contentes de passer le Cap Horn pour la première fois en solitaire. Voilà, c'était une grande satisfaction. Le Cap Horn, par rapport au Cap Lewin, Bonne Espérance, c'est vraiment le cap mythique, je dirais, par rapport aux deux autres. C'est vraiment le cap qui fait de toi un vrai navigateur en solitaire, un vrai navigateur en solitaire, un vrai mec qui a fait le tour du monde. Si t'as pas passé le Cap Horn, t'as pas vraiment fait un tour du monde. À partir de là, même si t'as un abandon, t'as fait les 3 caps, t'as fait quand même les mers du Sud. Voilà, tous les gens qui passent le Cap Horn, déjà parce qu'il a un côté mystique, parce qu'il est quand même très souvent dans le brouillard, donc vous le voyez rarement. Là, ça écrit Chaume, Sébastien Simon et Charlie Dalin ont eu beaucoup de chance, que normalement tu ne vois pas le Cap Horn. C'est un cap où voilà, t'es complètement dans le brouillard. Et en plus, donc c'est un truc qui est mystique, le Cap Horn, par rapport aux deux autres, parce que les deux autres tu les vois pas vraiment en fait, tu passes rarement proche du Cap de Bonne Espérance ou du Cap Lewin. Et puis il y a un côté, j'ai fait les 3 caps, quoi, j'ai fait les mers du Sud, je suis presque un vrai marin en solitaire maintenant du côté du Justine Métro, donc bravo pour la concurrente de Teamwork, Team Snef. La Suissesse qui est toujours je pense en avance sur les bases du record de Clarisse Kremer, parce que si on calcule que devant on est quand même plutôt proche d'un 70 jours, donc elle est à 1800 000, donc en calculant à peu près 400 000 par jour, ça fait 4 jours et demi de retard, donc elle serait aux alentours d'un 75-76 jours, donc elle exploserait le record de Clarisse Kremer. Alors Clarisse Kremer l'avait fait sur un bateau qui n'était pas à foil mais à dérive droite. Mais quand même, ça serait un énorme record que réaliserait Justine Métro pour la navigation féminine.
Et ça montrerait à certains mecs un peu machos que les filles sont totalement en capacité de rivaliser avec les garçons du côté de la voile. On poursuit dans ce classement, donc avec Bestaven, comme on le disait, qui va bientôt passer le Cap Horn, mais difficile. Difficile, il y a eu un message de Daniel Auteuil, qui est un pote à lui, et ça l'a vraiment énormément ému. Voilà, ce message, c'était dans l'émission du Vendée, hier, pour Yannick Bestaven. Derrière, eh bien, donc la bagarre, le duel, désormais, Kremer-Dutreux, peu d'écart entre les deux. Kremer a repris un petit peu d'avance par rapport à Benjamin Dutreux, mais vous voyez, c'est extrêmement réduit l'écart entre les deux. On est à peine 30 000 d'écart. Benjamin Dutreux qui a fait un peu une course à l'arrière est en train d'un peu de ramasser les morts. Il a déjà ramassé Samantha Davis. Est-ce qu'il va réussir à ramasser Clarisse Kremer? Ça va être la grande interrogation. Mais c'est vrai que les problèmes d'informatique ont coûté beaucoup de temps à Clarisse Kremer. On voit quand même que ça va un petit peu mieux. C'est 406 000 de parcours sur les 24 dernières heures, 60 000 sur les 4 dernières heures. Mais vous voyez que c'est 12 000 de moins, 13 000 de moins que Benjamin Dutreux avec Guyot, Environnement, Water, Family. Donc une belle bagarre entre les deux. Et puis Samantha Davis, toujours un petit peu plus nord. C'est vrai que j'y avais pas pensé parce qu'une personne me l'a mis dans les commentaires hier. Allait peut-être monter plus nord du côté du point Nemo pour recharger ses batteries avec l'énergie solaire. Parce que allait peut-être remonter plus haut pour avoir plus de soleil. Parce que moi j'ai pensé communément, basiquement, elle s'éloigne de la ligne de la route idéale, c'est pas l'idéal. Mais c'est vrai qu'avec son problème d'alternateur, c'est peut-être une idée qu'elle a eue de recharger le plus proche du soleil. Du côté de Samantha Davis et surtout de ne pas se retrouver bloqué avec la zone des glaces parce que comme elle a quand même une possibilité de blackout en ce moment Samantha Davis, si votre blackout il se passe hop, là où elle est, c'est-à-dire à hop, imaginons 350 000 des côtes, enfin des côtes, de la zone d'exclusion. Je m'excuse, le chat a décidé de regarder sa litière. Je ne sais pas si elle va gratter, mais elle a décidé d'aller dans la litière. Donc quand vous êtes à 350 000, 370 000, on va dire, de cette zone d'exclusion des glaces, vous avez un blackout, c'est-à-dire plus d'ordinateur, plus rien, tout est éteint, vous ne savez plus trop où vous vous dirigez. En gros, même si vous mettez 1 heure à redémarrer toute la machine, 1 heure, 1 heure et demie, en gros, même en dérivant, vous n'allez pas vous retrouver dans la zone des glaces. Or, si on prend la trajectoire, tiens blanche, c'est la trajectoire de Bestaven, non pas du tout de Bestaven, c'est la trajectoire de Thomas Ruyant. Thomas Ruyant, il a eu cette trajectoire-là. Hop, si vous mettez sur la trajectoire de Thomas Ruyant ici, donc si elle avait suivi un petit peu la route de Clarisse Kremer, hop, votre blackout, il se déroule là. 10 000. Autant vous dire que vous pouvez rentrer sans le faire exprès dans cette zone d'exclusion des glaces, avec encore une fois une pénalité qui est très coûteuse en temps. Donc c'est peut-être aussi la raison qui a fait que Samantha Davis, pour éviter d'être bloquée par cette zone des glaces, est partie plein nord, pour éviter d'avoir ce problème-là en cas de blackout du côté de Samantha Davis. Donc si elle avait eu écran noir, parce que là on va parler français, donc si elle avait eu un écran noir, plus d'électricité, eh bien ça aurait peut-être été plus compliqué. Romain Attanasio, lui il est dans du vent fort, c'est compliqué en ce moment. Il a réglé donc hier son problème de tirette. Et ça avance quand même bien, hein, 407 000. Mais Damien Seguin va extrêmement vite. Il est dans le top 5 des bateaux les plus rapides aujourd'hui, Damien Seguin. Ce qui fait que l'écart s'est de nouveau réduit entre les deux. Il y a à peine 100 000 entre Romain Attanasio et Damien Seguin, alors que l'écart s'était largement agrandi à plus de 200-250 000 il y a quelques heures encore. Donc le match est toujours là pour la 15e place, pour rentrer dans ce top 15, ce qui sera déjà un bon résultat, parce que vu la densité sur ce Vendée Globe et le peu d'abandon, être dans le top 15, ça veut dire que tu en laisses quand même une vingtaine de concurrents derrière toi, donc c'est quand même pas mal. Pour le moment, c'est une belle bagarre entre les deux. Et puis Jean Le Cam qui va vite également. Jean Le Cam, il n'est pas si loin que ça, Jean Le Cam, quand tu regardes. Il est à 200 000, 250 000 à peu près de ces concurrents-là.
Donc il va très vite, Jean Le Cam, sur les dernières journées, 424 000 de parcourus, et ça va être une grosse bagarre désormais. Et puis n'oubliez pas Giancarlo Pedoté, Alan Roura, et puis Isabelle Yoshke, qui va un petit peu moins vite en ce moment, Isabelle Yoshke, vous voyez, mais avec de la mer qui est peut-être un peu casse-bateau. Ouais, il y a un peu de mer quand même en ce moment, donc ça doit pas être si évident que ça d'avancer, même si c'est pas le pire, 3 mètres de vent, c'est pas le pire. Benjamin Ferré, excellente journée. Il va plus vite que les autres concurrents, donc ce qui lui a permis de reprendre de l'avance. Il y a à peu près 200 000 désormais d'écart avec les petits camarades de derrière. 360 000 de parcours sur les 24 dernières heures, donc c'est pas mal. Et puis moi je suis impressionné aussi par Sébastien Marseille avec Foussier, qui en ce moment va vite, parce qu'il arrive à tenir Tanguy Le Turquet. Donc c'est une belle vitesse entre les deux. Belle bagarre pour la 3e place du podium du côté des bateaux à dérive droite. Et puis on a ensuite Louis Duc, ça avance, Violette d'Orange. Arnaud Boissière également, là qui profite de ses foils parce que ça tartine du côté d'Arnaud Boissière avec la Micaline. 395 000 de parcours, donc ça c'est vraiment bien. Et puis Eric Bellion, ça va vite aussi. C'est un peu plus compliqué pour... Non, même Kojiro, ça va vite. Non, ça revient de l'arrière. Et c'est ce que disait Violette d'Orange en vidéo, c'est que ça va revenir de l'arrière normalement sur les concurrents de devant dans les heures à venir parce qu'il va y avoir cette zone de molle à gérer. Donc ça va être difficile Normalement ça devrait un peu revenir de l'arrière, c'est ce que pensait Violette d'Orange. Et puis Oliver R, toujours dans du vent, une mer difficile. Lui c'est vrai qu'il a eu pas des conditions faciles non plus pour rentrer dans le Pacifique. Il a un début de Pacifique très lent, un petit peu comme Clarisse Kramer et Samantha Davis. Donc pour le moment, c'est calme du côté d'Oliver R avec toute goutte. Et puis Antoine Cornic qui retrouve un petit peu de vitesse, là un petit peu de vent en ce moment. Et puis Jin Kunshu qui rentre dans le Pacifique et était très content. Il n'a pas été mauvais dans l'Indien, Jin Kunshu. Il a été plutôt performant. C'est une mer qu'il connaissait aussi, mais il a été performant. Et puis on retrouve Amédéo. Emmanuel Cousin, pas de nouvelles d'Amédéo au niveau de ses douleurs thoraciques. Je pense que ça doit quand même aller parce qu'il va à peu près à la même vitesse que Manuel Cousin. Et puis toujours Denise Van Winberg, qui va un petit peu plus vite que ses camarades, en sachant qu'il y a 7002, il est à 500 000, moins de 500 000 de ces concurrents-là. Donc ça reste, on va dire, une journée et demie de navigation si ça va vite. Donc il peut encore remonter, il n'est pas forcément assuré d'avoir la dernière place, d'être la lanterne rouge de ce Vendée. Mais être lanterne rouge du Vendée, ça veut dire déjà avoir fini le Vendée, ce qui est loin d'être évident. Du côté de la distance parcourue sur les 24 dernières heures, qui a le record aujourd'hui, c'est Sébastien Simon avec 532 000. J'espère que c'est à jour. 532 000, c'est bien à jour. Devant Charlie Dalin. 3e, donc Damien Seguin, qui, comme je disais, allait vite, qui va donc plus vite que Johan Richomme. Et ce qui fait qu'hier, Charlie Dalin a fait 100 km de plus que Johan Richomme. C'est pour ça qu'il a récupéré un petit peu de son retard. On retrouve ensuite premier bateau à dérive droite et 5e de ce classement Jean Le Cam, 6e Romain Athanasio devant Benjamin Dutreux et Clarisse Kramer qui se tirent la bourre. Les deux sont extrêmement proches. Moins d'1 kilomètre d'écart. Il y a 400 mètres. Voilà. De parcouru en moins pour Clarisse Kramer par rapport à Benjamin Dutreux. Donc je peux vous dire que c'est un gros match. Et puis ensuite Kojiro Shirashi et Arnaud Boissière, qui sont 9e et 10e de ce classement. Denise Van Winberg a toujours maintenant 14 269 km de retard, c'est très précis, sur Johan Richomme. Et puis Johan Richomme a désormais 2792 km, c'est-à-dire 1500 000 d'avance sur Armel Lecléage. Donc le record se rapproche de plus en plus de nouveau pour les concurrents comme Johan Richomme. Et il est à 5000 milles de l'arrivée. Voilà, Johan Richomme désormais sur ce Vendée Globe, parce qu'on peut commencer un petit peu à parler du nombre de milles jusqu'à l'arrivée. 5000 milles, ça veut dire qu'il n'y a plus tant que ça à parcourir pour Johan Richomme jusqu'à l'arrivée, et on espère qu'il n'y aura pas de problème pour Johan Richomme jusqu'à l'arrivée du côté de cette épreuve. On regarde tout de suite le trophée Jules Verne. Du côté du trophée Jules Verne, Sodebo a repris de l'avance par rapport à Francis Joyon, et même beaucoup d'avance, quasiment 400 000 nautiques d'avance, c'est-à-dire 740 km à peu près, et ça veut dire surtout une demi-journée de navigation.
parce que ces bateaux-là, au maximum, vont être en capacité de faire... alors Francis Joyon, je crois sa meilleure journée, c'était 890 000. Sodebo, on peut quand même se dire que 950 000 milles parcourus dans la journée, c'est réalisable, vu que c'est un bateau volant et que Francis Joyon n'avait pas un bateau volant. Donc ça veut dire qu'on reprend de l'avance pour Sodebo et une belle journée, voilà, très très belle journée. Et surtout, vous voyez ça s'appelle une dépression. Et vous voyez ça s'appelle une dépression qui vous catapulte vers le cap de Bonne-Espérance, tout simplement, dans les heures à venir. Donc ça risque d'aller assez vite dans les prochaines heures du côté de l'équipe Sodebo. Oui, pas d'informations supplémentaires. Voilà, il y avait le café du matin avec Thomas Coville, mais voilà, pas d'informations supplémentaires du côté de la course, du côté de Sodebo. Bon, bah, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc ce soir, les révélations de la saison du côté du cyclisme. Demain, les déceptions, ça c'est sûr, ça sera en ligne. Entre-temps, eh bien, demain, on se retrouve, je pense, à la même heure pour faire le débrief du Vendée Globe. Peut-être, oui, non, je vais essayer que ça soit à la même heure. Puis d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo le 31. Je ne sais pas encore. Il y aura peut-être une vidéo le 31. Il y en aura une le 1er janvier, ça c'est sûr. Le 31, je ne sais pas du côté de ce Vendée Globe. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.